Est-ce que Bureau Veritas est toujours une opportunité d'investissement au cours actuel? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche. Il y a encore beaucoup de gens qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Ça fera connaître mon travail si vous le faites, donc merci d'avance. On commence tout de suite avec le cours de Bureau Veritas. On est sur une publication qui a été... Alors, il y a eu de la volatilité sur la publication, énorme volatilité d'ailleurs, mais on a fini en nette baisse en fait. Bon, au final, on est revenu quasiment au point de départ, donc finalement, pas trop de problèmes sur cette publication. On voit que le cours de l'action, il est quand même pas si loin des plus hauts, donc la trajectoire est plutôt sympathique pour Bureau Veritas. C'est plutôt assez régulier, assez peu volatile en plus, donc ça, c'est ce qu'on aime pour voilà, une valeur plutôt de fonds de portefeuille, bien assez qualitative, on va dire. Donc, trajectoire encourageante. On rappelle, Bureau Veritas, ils font de la certification internationale, ça ils vont vérifier que les entreprises respectent les critères pour avoir pour valider les normes ISO, donc International Standard Organization. Donc c'est une valeur dite un peu de la mondialisation, puisqu'on vérifie que les entreprises à travers le monde remplissent les normes internationales. Donc ça, c'est très bien comme activité. C'est un peu niche comme activité. Il y a une barrière à l'entrée. En plus, il faut être agréé pour pouvoir faire valider les certifications. Donc ça, c'est bien. Petite barrière d'entrée, sympathique. On est sur une médiane du chiffre d'affaires de 10,5. Alors, pardon, 3,9% de médiane de croissance du chiffre d'affaires sur 10 ans. Donc ça, c'est excellent, puisqu'on est maintenant sur 10,5. Donc il y a eu une forte croissance maintenant depuis 2021. Ça a été un peu cyclique, mais on reste sur un niveau qui est tout à fait honorable. Donc c'est excellent. On a les acquisitions, quand même significatives, puisque ça représente 40%, on va dire, de la market cap. Donc ça vient booster la croissance globale de l'activité. Mais bon, il y a quand même un bon fond de croissance organique. Donc ça, c'est bien, bonne petite entreprise. À mon avis, elle est pas mal sous les radars et en réalité, c'est quand même qualitatif. Alors, on fait de la croissance, mais est-ce que les marges sont en augmentation? Parce que c'est bien de faire de la croissance, mais il faut que ça délivre des gains de part de marché et ça se traduit par normalement des marges en hausse. Sur la marge brute, pas forcément. On était à 32 au début, donc il y a 10 ans. Maintenant, on est à 28,5. Donc malheureusement, ils n'ont pas pu baisser leurs coûts, augmenter leurs prix, ou les 2, ou une combinaison des 2. Mais en tout cas, ça se dégrade à ce niveau-là. Sur le taux de marge d'EBITDA, la dégradation est un peu moins forte. Donc ils arrivent à être au-dessus de la médiane à 17,5. Sur un 18,5, bon, on va dire que c'est pas si mal. Les taux de marge nette, lui, est en augmentation. Donc il y a une meilleure efficience dans la gestion. Donc c'est très, très bien ça. Niveau de free cash flow, en fait, c'est une activité qui structurellement dégage plus de free cash flow que de bénéfices nets et on voit qu'on est sur un niveau qui est quand même élevé, 13 au-dessus du niveau d'il y a 10 ans. Très, très bien. Donc moi, je pense que c'est quand même qualitatif, même si l'environnement concurrentiel est peut-être un peu difficile, mais au niveau des opérations, c'est correct et au niveau financier, on va dire, c'est superbe. Donc belle petite entreprise, bien gérée. Alors ensuite, conversion de bénéfices nets en free cash flow. Les free cash flow qui sont beaucoup plus élevés que les bénéfices nets. Donc ça nous dit qu'il vaut mieux utiliser les free cash flow pour valoriser l'entreprise. Ça nous dit aussi que l'entreprise, elle est maintenant sur, on va dire peut-être une des moindres dépenses en capital, parce qu'il y a peut-être moins de croissance organique. Bon, en fait, c'est pas une activité qui a besoin de beaucoup de dépenses en capital en réalité, puisque c'est du savoir-faire, c'est de l'intelligence humaine, enfin c'est l'humain qui va faire ensuite des missions. Donc ça ne m'étonne pas que la dépense en capital soit plutôt faible. Si on regarde le BFR, négatif, ça c'est bien. Il est négatif depuis mars 2025, c'est excellent. Maintenant, ce sont les clients qui payent les opérations de Bureau Veritas et donc bon, c'est superbe. Ça permet de réduire l'utilisation de cash. Est-ce que ce BFR, cette variation du BFR, c'est de plus en plus favorable? Oui, en plus. Donc là, ça va être de plus en plus négatif, ça va être de plus en plus les clients qui vont financer les opérations. Excellent, donc très bien. Ça dit aussi que l'entreprise est bien positionnée dans le rapport de force face à ses clients et ses fournisseurs. Donc ça veut dire aussi qu'elle gagne un peu en pouvoir quoi, et dans la chaîne de valeur. Donc c'est excellent, excellent. Ensuite, on va aller regarder dépréciation, amortissement vs dépenses en capital et les other non-cash items. Donc on a une dépréciation, amortissement qui sont supérieurs aux dépenses en capital maintenant depuis 2021, mars 2021. Donc ça, c'est bien. Ça nous dit que, bon, on arrête de dépenser en capital, mais je pense que surtout, on a un modèle d'affaires, on n'a pas besoin de faire de la grosse dépense en capital, quoique, on dépense 5,5 milliards par rapport à un market cap, c'est quand même élevé. Mais bon,
il n'y a plus besoin d'investir massivement dans l'appareil productif. Et il y a aussi 5 milliards de other cash items, donc là je ne sais pas de quoi il s'agit, il faut aller voir dans les tableaux de trésorerie. Donc vous avez une partie d'explication là entre la différence entre les free cash flow et les bénéfices nets, mais vous n'avez pas tout. Pareil, si vous voulez savoir, c'est dans les tableaux de trésorerie. Ce qu'on veut voir nous, ce qu'on va faire nous, c'est que s'il n'y a pas de dette, on utilisera plutôt les free cash flow pour, valoriser l'entreprise. Alors, s'il n'y a pas de dette, pardon, on pourra utiliser le price to free cash flow plutôt que le PER. S'il y a de la dette, on pourra utiliser plutôt la valeur d'entreprise sur EBITDA du coup, puisqu'il n'y a pas de valeur d'entreprise sur free cash flow de mémoire. Donc voilà, vous avez que valeur d'entreprise sur EBITDA. On aime bien utiliser la valeur d'entreprise parce que ça permet de tenir compte de la dette. Si vous utilisez que la market cap, donc c'est-à-dire le price sur quelque chose, vous ne tenez pas compte de la dette, mais pourtant la dette c'est important puisque ça rend le dossier plus risqué, hein. Donc un dossier plus risqué demande une valorisation plus basse, évidemment. Bon, on va regarder la rentabilité opérationnelle. On est sur quelque chose de magnifique. Donc on est sur 11,5 en médiane, c'est très bien. Actuellement on a 19,5. Alors, je prends avec des pincettes, toutefois, je nuance mon propos. Souvent, sur l'agrégateur, il retraite les calculs quelques temps après parce que quand il y a des trajectoires comme ça, c'est plutôt surprenant. Donc il faut peut-être prendre ça avec des pincettes. Est-ce que le rendement des fonds propres, par exemple, est dans la même trajectoire? On peut regarder, hop, on est sur à peu près la même trajectoire, hein. Donc c'est peut-être la réalité ce qu'on voit ici. Un rendement des fonds propres à 43%, c'est énorme. Donc, ouais, impressionnant, hein, Bureau Veritas. Ensuite, l'endettement. Bon, on est très rentable, hein, donc c'est normal que la dette baisse. Maintenant, elle remonte à chaque fois qu'on fait des acquisitions. Donc là, il y a une acquisition évidemment. Enfin, il y en a constamment. Enfin, de petites acquisitions. Moi, je pense que c'est la meilleure façon de faire, surtout sur ces business un peu plutôt intelligence humaine, où on va mailler du territoire, être positionné géographiquement près des clients. Donc, il vaut mieux faire des petits rachats de cabinets spécialisés plutôt que faire un énorme rachat. Et donc là, c'est la stratégie de Bureau Veritas, c'est pas mal. Mais ça fait monter la dette, en revanche, à chaque fois qu'on fait une acquisition. Ce qui est pas du tout grave, hein, puisque, là, on est à, 1,5 fois l'EBITDA, c'est un niveau tout à fait soutenable et sur les free cash flow, c'est 2 fois les free cash flow, donc c'est pareil, c'est soutenable. Donc pas de souci sur la dette, il faudra en tenir compte dans la valorisation toutefois. On regarde le dividende vs le dividende vs les free cash flow, ça nous fait 423 millions de dividendes sur 852 de free cash flow. Donc la moitié des free cash flow, c'est soutenable, pas de problème. Ça nous donne on a aussi des rachats d'actions. Alors, ils ont l'air assez réguliers depuis, 2024. Est-ce que ces actions sont annulées? Ça, je sais pas. Il faut aller vérifier. Ça a pas l'air, hein, et ça a pas l'air très régulier, donc ici, le rendement d'actionnaire que vous affichez ici vous dit que c'est à prendre en compte le fait que ces actions sont annulées, mais ce n'est peut-être pas le cas, donc il faut aller voir. En tout cas, bon, le dividende, il est quand même sympa, hein, on est à 3 de rendement, donc pour une boîte qui fait un peu de croissance et en plus, il est bien sécurisé. Le dividende, maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont sur une politique d'augmentation régulière du dividende, donc c'est sympa, hein. C'est quand même pas mal, hein, sur, Bureau Veritas, ce petit dividende, il vous dérisque le dossier en plus, donc excellent. Ensuite, on regarde la valorisation. On est sur une valeur d'entreprise sur EBITDA en médiane de 13, allez 12,7. C'est bien, hein, parce qu'actuellement on a 10,5, donc ça a baissé à la publication. Bon, mais moi je trouve, alors c'est pas value, mais c'est pas si cher payé, hein. C'est raisonnablement valorisé et surtout on a une décote par rapport à la médiane. Donc, alors, est-ce que la médiane, c'est la médiane 5 ans? Est-ce que le modèle d'affaires de l'entreprise a changé depuis, par rapport à il y a 10 ans? Je sais pas. Mais, la médiane 5 ans, elle est à 12,3. On a encore une marge de sécurité par rapport à ça. Donc, moi je pense que c'est intéressant, à ce niveau. Bureau Veritas et ce sera la conclusion de ce dossier. Bureau Veritas, c'est un petit dossier, bon un petit dossier, on est à quand même 12,4 de market cap, c'est pas un petit dossier, mais c'est une large cap. Mais on est sur un dossier qui passe sous les radars, pourtant, les performances sont au rendez-vous. Le marché a peut-être mal réagi sur la publication, mais c'est pas si cher payé que ça. Rentabilité qui est très bonne. Vous avez pas beaucoup de dettes. La croissance, alors maintenant c'est beaucoup de croissance externe, mais la croissance est au rendez-vous. Mais il y a pas de raison qu'on soit pas face à un leader mondial, dans quelques années, hein. Donc je sais pas quelle est leur part de marché au niveau global, mais bon, face aux Américains, j'imagine que c'est petit, mais là, ils sont bien positionnés, ça se voit dans les chiffres, hein, donc c'est assez qualitatif. Ça peut être un dossier qui se met en fond de portefeuille, ça délivre un petit dividende qui est sympa, donc moi, je pense que Bureau Veritas, c'est tout à fait qualitatif et mérite au moins une place en watchlist. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.